Bonjour et bienvenue sur le plateau de l'Humanité au Parlement européen de Strasbourg. L'industrie automobile en Europe traverse une crise grave, une crise profonde, une crise comme l'Europe en réalité n'en a jamais connu de semblable. Quelles en sont les raisons, quelles en sont les conséquences et comment réagir à cette situation? C'est les questions qu'on va aborder avec vous. Marina Mezure, je rappelle que vous êtes députée européenne du groupe La Gauche, mais vous êtes aussi membre de la commission du commerce international et ça a évidemment une grande importance par rapport au sujet dont on va parler. Et puis André Duléry qui est avec nous, vous êtes bonjour, vous êtes délégué CGT chez l'équipementier automobile du Marais qui est installé ici à Strasbourg, tout à fait, au port de Strasbourg et qui vient d'annoncer un plan social et dont l'usine à terme risque, on ne sait pas trop quoi. Vous allez nous en parler dans quelques minutes. Merci à vous d'être sur le plateau. Marina Mezure, vous êtes intervenue tout à l'heure, puisque si on parle de ça, c'est bien sûr parce qu'il y a eu un débat ce mardi matin au Parlement européen ici. La crise de l'automobile, elle a semblé surgir, là, il n'y a pas finalement si longtemps, notamment en raison de ce qui est arrivé aux usines Volkswagen, aux annonces de Volkswagen, disant qu'il allait falloir fermer des sites, etc. Mais en réalité, la crise est bien plus lointaine et bien plus profonde. Est-ce que vous pouvez, pour l'instant, nous expliquer un peu l'importance stratégique qu'a l'automobile? Parce que quand on parle d'automobile, on a l'impression qu'après tout, c'est un secteur d'activité comme un autre. Non, l'automobile, c'est central dans l'industrie européenne. Ben bien sûr, oui. Et quand vous dites c'est bien plus profond, moi je dirais que c'est bien plus profond parce qu'en fait, c'est les politiques industrielles européennes qui sont un véritable fiasco. Parce que sur la dernière année, vous savez qu'on a perdu notre production de panneaux solaires, qui est pourtant éminemment stratégique. Et aujourd'hui, l'automobile, on semble découvrir qu'il y a une crise et que le secteur est en danger, alors que ça fait des années qu'on sait que les perspectives vont être extrêmement négatives. Et donc, effectivement, le secteur automobile est un secteur stratégique. Le camarade pourra en parler bien mieux que moi, 34 ans dans sa boîte, et pourra exposer l'évolution du secteur. Mais c'est quand même hallucinant qu'on laisse les unes après les autres nos industries stratégiques dépecer. On ne fait rien, on laisse L'automobile, c'est, et vous me reprendrez si je me trompe, c'est 13 millions d'emplois au niveau européen. 13 millions d'emplois au niveau européen. Et on ne fait rien. On met 13 mois pour décider est-ce qu'on va mettre des droits de douane sur des voitures électriques chinoises, alors que les États-Unis ont mis 100% de droits de douane. Nous, il nous faut 13 mois. Et à l'issue de 13 mois, on n'est que sur 50% des droits de douane. Donc vraiment, il y a un véritable souci. Et il faut absolument qu'on sauve cette industrie. André Duléry, vous l'avez senti, ça aussi depuis longtemps, la montée de cette crise. Vous avez connu plusieurs plans sociaux et vous avez senti que la crise, une crise plus grave, était en train d'arriver. Les syndicats ont alerté, par exemple, chez du Marais, chez vous. Alors la crise, on l'a ressentie surtout récemment, là, je dirais. Hein. Mais nous, on avait effectivement alerté qu'il fallait se diversifier par rapport à justement tout ce qui se passait là, puisque nous, on dépendait que d'un client unique qui représentait 95% de la production, c'était ZF. Donc en Allemagne, on était sous-traitant de ZF qui, lui, sous-traitait pour BMW. Donc nous, on avait prévenu depuis longtemps, notamment dans les instances représentatives, qu'il fallait se diversifier parce qu'on n'était pas à l'abri justement d'un arrêt de notre client. Et c'est ce qui vient de se produire là en juillet, enfin au mois d'août, avec une perte de 80% du chiffre d'affaires pour l'année prochaine. Donc forcément, d'où malheureusement la restructuration qui vient d'être annoncée. Sachant qu'il y a 600 employés, 584 salariés. Et donc c'est 40% de l'effectif qui va disparaître au mois de janvier. C'est des familles, des savoir-faire, c'est ça qui différencie. Et en plus, c'est même plus que ça, parce que quand on parle de 248 emplois directs, mais après tout ce qu'il y a autour aussi, hein, parce que ça a des répercussions sur les emplois induits, comme on dit, et tout ça. Donc ça va toucher beaucoup de familles, et il y aura des répercussions sur la communauté de Strasbourg, et puis même en plus de ça, il y a aussi Novares qui va fermer, qui va parler d'une autre entreprise, 126 salariés qui vont se retrouver aussi sur le carreau, donc c'est compliqué. Oui, ça fait longtemps qu'on le voyait venir, mais bon, après, c'est quand même venu assez brutalement. Et puis ça ne marche pas forcément bien non plus, l'électrique, hein, pardon. Oui. Non, allez-y. Non, mais après, c'est juste dans la réaction et surtout dans ce que vous dites, il y a quelque chose de crucial, c'est-à-dire que là, dans l'hémicycle, l'Europe essaye d'apporter des solutions sur la vente des voitures électriques chinoises.
mais n'apporte aucune solution sur les équipements automobiles. Exactement. C'est-à-dire que là, on ne propose rien en termes de droits de douane pour protéger justement les entreprises dont on a parlé, qui font les équipements automobiles et qui sont essentiels à la production et à l'industrie automobile. Sur l'attitude de l'Europe depuis cette période dont on parle, ensuite on va rentrer un peu dans les détails qui suivent, mais on est d'accord pour dire que il y a eu un plan qui a été annoncé par l'Union européenne en 2035, il faut passer à l'électrique, etc. Mais derrière, ce que vous êtes en train de dire, c'est que finalement, le plan qui aurait dû être mis en place, que réclamaient les industriels pour faire cette transition en réalité, on le cherche, ce plan. Il n'y avait pas de plan. Mais comme souvent d'ailleurs au sein des institutions, c'est-à-dire qu'on lance des objectifs. Les objectifs climatiques, ils sont les bons. Bien sûr. Là, derrière, c'est effectivement comment on les atteint. Et là, il n'y avait pas de plan, mais comme dans tous les secteurs dont on a parlé avant. Et ce qui s'est passé, c'est que sur le secteur des voitures électriques chinoises, notamment, je dis, enfin, sur le secteur électrique plutôt, de manière générale, les Chinois ont 15 ans d'avance. 15 ans d'avance sur nous. Donc, comment voulez-vous que du jour au lendemain, on dise en 2035, plus de voitures thermiques, on vend de l'électrique, et derrière, avec les Chinois qui ont 15 ans d'avance sur nous en termes de technologie dans le secteur, mais on ne prévoit rien. On n'aide absolument pas notre secteur. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? La situation actuelle, 50 000 emplois perdus en 5 ans en France, dans le secteur automobile. C'est ça qui s'est passé. Donc, l'objectif, ce n'est pas le climat. Le secteur du transport, c'est 30% des émissions de gaz à effet de serre. Bien sûr qu'il faut qu'on diminue les émissions de gaz à effet de serre, mais ça ne doit absolument pas se faire dans ces conditions, c'est-à-dire sans accompagnement de la filière et sans évidemment être certaine que chaque emploi soit préservé. On en parlait, ça, de ce passage à l'électrique. Vous qui avez une grande intériorité dans cette industrie, on en parlait, les syndicats en parlaient, on discutait, alertait les directions par rapport à ce passage à l'électrique. Vous sentiez que quelque chose allait se produire et vous vous sentiez prêt ou pas du tout? Disons déjà, comme disait Marina, c'est 50 000 emplois qui ont été supprimés en France, mais ça va être encore beaucoup plus avec toutes les entreprises qui vont licencier, voire fermer, etc. Donc ça aura des répercussions très importantes. Après, nous on faisait des transmissions automatiques pour des moteurs thermiques. Donc c'est vrai que jusqu'à maintenant, nous on le sentait encore pas trop. Mais là maintenant, l'arrêt de ZF finalement l'arrêt des commandes de ZF est une répercussion du taux électrique. Et en plus ZF, ils ont aussi une grosse restructuration puisqu'ils suppriment 14 000 emplois. En Allemagne, donc je pense peut-être que ça a été abordé aujourd'hui lors de la session parlementaire. Je pense que les parlementaires allemands ont dû parler de ZF et puis de syndicats forts allemands, IG Metall aussi. Et donc nous, on travaillait pour le thermique, donc on ne le ressentait pas trop. Après, on fait des composants pour ZF qui sont pour les voitures hybrides. Ça, c'est ce qu'on fait encore actuellement, mais ça n'emploiera pas justement les 584 salariés. C'est pour ça qu'il y a le plan de sauvegarde de l'emploi qui a été annoncé. Et après, on fait des pièces pour e-Motors. E-Motors, c'est Stellantis. Là, c'est du tout électrique. Mais ça, c'est pareil, c'est des petits volumes. Mais c'est vrai que jusqu'alors, nous, on était plus concentrés sur le thermique. Et maintenant, là, oui, effectivement, là, maintenant, on a la répercussion et les conséquences du... Avec les problèmes que vous connaissez actuellement, vous avez, j'imagine, en tant que syndicat, je rappelle que vous êtes délégué CGT, oui, contacté IG Metall, puisque vous avez prononcé le nom de ce syndicat allemand. Qu'est-ce qu'ils disent, les syndicalistes allemands, par rapport à la situation qu'ils connaissent aussi bien chez eux que quand vous leur montrez ce qui se passe chez vous? Alors, effectivement, IG Metall, quand on a appris au mois d'avril que ce qui allait nous arriver là au mois d'août, donc l'arrêt brutal entre guillemets, parce que le contrat courait jusqu'au 31 décembre 2024 avec ZF et ZF, et donc ils ont arrêté prématurément en s'arrêtant au mois d'août. Donc on a essayé de contacter IG Metall, mais on a eu du mal parce que on a des camarades de l'union départementale qui ont essayé de les contacter, mais bon, on n'a pas réussi. Alors je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'ils voulaient aussi préserver leur emploi à eux et ne pas nous informer par rapport à la situation qui nous attendait, parce que de toute façon cette situation, nous la direction nous l'a annoncé au mois d'avril, mais on est persuadé que c'était déjà connu déjà l'année dernière, parce que on sait bien que les patrons ils ont des stratégies et ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Et là on n'avait donc pas pu avoir de contact avec IG Metall. Et là au mois de juillet finalement on a quand même réussi à en avoir, je dirais presque quand la messe s'était dite. Et donc c'est là qu'on a appris effectivement 35 000 suppressions d'emplois chez ZF au niveau mondial et 14 000 en Allemagne, de source IG Metall.
Et donc, bon, après, ça a été relayé aussi par... ça a été confirmé, disons, mais c'était IG Metall qui nous avait donné ces informations et qui nous disait aussi que ZF avait l'intention, et après c'est légitime, ZF avait l'intention de rapatrier toutes les productions outre-Rhin pour les ramener en Allemagne, parce qu'effectivement, à partir du moment où vous supprimez 14 000 emplois dans le monde, en Allemagne, forcément, l'IG Metall, qui est quand même un syndicat fort et qui est co-gestionnaire des décisions, pas comme en France où on est des syndicats. Donc je pense qu'ils ont aussi mis l'accent sur le fait que tout ce qui était à Strasbourg ou autre devait revenir en Allemagne. Donc nous, on sait que de leur source, donc, la génération 4, donc les composants qu'on fait pour les voitures hybrides, comme je vous le disais tout à l'heure, vont repartir. Alors on ne connaît pas l'échéance, mais vont repartir probablement en Allemagne en 2025. Et ce qui fera encore des répercussions sur l'emploi, parce que les salariés qui travailleront actuellement encore sur la génération 4 ou sur e-motors, eux ne sont pas concernés directement aujourd'hui dans le PSE. Mais ils seront peut-être dans un autre PSE, voire malheureusement peut-être une fermeture de l'entreprise si elle est plus viable par la suite. Alors dans cette situation que vous décrivez, qui est grave, que faire? Quelles sont les perspectives? Donc retard par rapport, en ce qui concerne l'électrique, par rapport à l'industrie chinoise, énorme retard. Une voiture sur 4, maintenant, une voiture sur 4 électrique vendue en France et aujourd'hui est chinoise. Problème de casse sociale, on vient de le dire. Sans précédent. Qu'est-ce qui peut maintenant être fait? Vers quoi on peut pousser? Et quelles sont les forces qui peuvent le permettre, tout simplement? Il y a déjà des choses qu'on a abordées donc, sur la question du protectionnisme. C'est pour ça, là, le débat porté sur les droits de douane. Est-ce qu'on met, et à quel niveau on met ces droits de douane? Moi, je pense que 50%, c'est pas suffisant. Je vous le dis clairement, par rapport à ce qui a été proposé. Et encore, sur ces 50%, les États membres ne sont même pas d'accord entre eux. Puisque je pense notamment à l'Espagne, à l'Allemagne. L'Espagne l'a dit officiellement qu'ils étaient contre. L'Allemagne a été sur une position un peu ambiguë. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'entre les États membres, déjà, ils ne sont pas d'accord entre eux pour savoir si on peut déjà taxer à 50%. Mais on est vraiment les derniers naïfs du marché, quoi. C'est-à-dire que quand vous avez à l'autre bout du monde, aux États-Unis, des taxes à 100% sur les voitures électriques, au Canada, quand vous avez la Chine qui subventionne massivement ses industries stratégiques, et a raison, elle a le droit de subventionner massivement ses industries stratégiques, nous, on est le marché le plus ouvert au monde. C'est-à-dire qu'on laisse rentrer tout et on met en concurrence, une concurrence déloyale avec derrière nos fabricants, nos constructeurs. La deuxième chose aussi qu'on n'a pas évoquée, c'est la question des aides à l'achat de véhicules. Parce qu'on voit quand même que, de manière générale, tout confondu, pas que seulement sur l'électrique, il y a une baisse significative de l'achat de véhicules qui peut être lié... C'est ce que dit Volkswagen à l'heure actuelle. Hein. Oui, mais en France, en tout cas, c'est la même chose. Oui, c'est pas qu'en Allemagne. Oui. Eux disent 500 000, mais la France aussi, bien sûr. La France, oui, parce qu'effectivement, en Allemagne, ils disent une diminution de 30% de l'immatriculation de véhicules. Mais nous, on voit la même tendance. Je crois que le mois de septembre, vous me direz si j'ai tort, mais le mois de septembre, c'est le pire mois en termes d'achat depuis 2014, visiblement, sur l'achat de véhicules. Donc la question qui est posée, c'est que par exemple le gouvernement avait lancé à un moment donné le leasing social qui permettait à des personnes de pouvoir louer une voiture. C'était un apport plutôt mince de 50 à 100 euros par mois pour pouvoir avoir des voitures. Ce dispositif en question, il était prévu pour 50 000 bénéficiaires. En 2 mois, c'est ça, en 2 mois, la demande a été telle que c'était déjà, le budget était explosé. Donc de savoir est-ce qu'il pourrait y avoir des dispositifs un peu similaires qui permettent aussi aux ménages les plus vulnérables d'avoir accès et qui ne peuvent pas avoir d'autres moyens, parce que là encore, les personnes qui ont la voiture, c'est parce qu'il n'y a pas d'autres moyens aussi de transport, qu'on a saccagé notre politique de transport public, de transport en commun. Donc il y a tout ça derrière. Donc peut-être que ça, c'est aussi une vraie question, la question des aides, parce qu'en France, en 5 ans, on a changé 15 fois de dispositif. Et ça, c'est problématique, aussi bien pour les constructeurs derrière que pour les personnes, pour savoir si elles peuvent se procurer ou pas un véhicule. Est-ce que pour une entreprise comme la vôtre, du Marais, est-ce qu'il y a encore une possibilité de se retourner, j'allais dire, du point de vue industriel, de changer de cap, de prendre d'autres options dans une conjoncture qui marcherait et qui fonctionnerait? Est-ce que vous en parlez au CSE? Est-ce que vous parlez de questions comme celle-ci, ou est-ce que c'est pas de ça dont on parle? Écoutez, ça fait, comme je vous ai dit avant, ça fait 12 ans. On a été repris en 2013 par Guido Dumaret, donc sous les
sous le nom de Punch, le groupe Punch, qui après a été contraint à changer de nom pour des affaires juridiques, ça c'est voilà. Et nous, à chaque fois, on alertait justement sur ce que je vous ai dit tout à l'heure, qu'il fallait se diversifier. Alors oui, on est dans l'automobile, mais après, les salariés aujourd'hui qui vont se retrouver sur le carreau, entre guillemets, parce qu'il y en a qui vont se retrouver sur le carreau au mois de janvier, ils s'en fichent de faire des transmissions automatiques ou des... Si on avait pu avoir autre chose, on aurait pu faire des casseroles, des voiles, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas, malheureusement. On n'a rien. Bon, il y a quelques projets, soi-disant, dans les tuyaux, mais bon, même si un projet devait voir le jour dans les prochaines semaines, on pourrait dire, le temps qu'ils se mettent en place, il faut compter 18 mois, 2 ans. Donc, de toute façon, ce n'est pas pour demain. Enfin, c'est pas dans un avenir proche. Ce qui veut dire que le plan, entre guillemets, dont on parle et qui n'existe pas, vous l'avez ressenti à aucun moment, vous non plus, quoi. Non. Non, après, c'est peut-être aussi une volonté de notre direction locale aussi de ne pas se diversifier. Oui. Par contre, quand vous parliez des ventes de voitures, moi, ce que je voulais aussi rajouter, c'est que, par exemple, chez nous, on a les transports collectifs. On avait les transports collectifs pour les salariés, parce qu'on a quand même compté, sous General Motors, 3000 salariés. Avant 86, après il y a eu un petit plan de restructuration et après ils ont recommencé Vous venez de General Motors, il faut oui, ils ont commencé à réembaucher en 90, c'est là où je suis arrivé moi. Ils recrutaient dans toute la France. Et là, on était remonté à 2500, 2600 salariés. Et on avait 13 lignes de bus de transport collectif pour le personnel. Bon, c'est quand même un avantage, parce qu'il y a des salariés qui viennent d'assez loin. Et là, justement, au mois de juillet, les bus de l'après-midi ont été supprimés. Et là, maintenant, au mois de janvier, tous les bus seront supprimés. Donc, bon, c'était, comment dirais-je, aussi les conséquences de la baisse de l'effectif par le cadre du PSE. Mais ça, on ne le savait pas encore. On savait juste qu'ils annonçaient la suppression des bus. Mais ça veut dire qu'il y a des salariés qui vont se retrouver embêtés parce qu'ils vont devoir acheter une deuxième voiture, parce qu'ils avaient l'habitude de prendre les transports collectifs. Donc à juste titre aussi, les voitures, pourquoi elles se vendent moins? Parce que c'est cher. Que ce soit une voiture thermique ou une voiture électrique, c'est encore plus cher. Si vous habitez en immeuble, vous n'avez pas forcément les moyens de recharger votre voiture électrique parce qu'il n'y a pas des bornes pour tous les logements. Donc tout ça, il va y avoir des répercussions pour le personnel de chez nous, du Marais, qui devront se racheter un véhicule ou encore pire, ceux qui n'ont pas de permis. Alors là, ça va être encore plus compliqué parce que s'ils restent à l'entreprise et qu'ils n'ont pas de moyens de locomotion, il y en a qui viennent de très loin. Il y en a un, par exemple, il a un permis, mais il vient de Sarreguemines. Donc il vient tous les jours de Sarreguemines pour travailler. Vous voyez, c'est énorme. Donc, voyez, tout ça, oui, il y aura des répercussions sur tout, mais malheureusement pas dans le bon sens. Voilà. Et l'État doit réagir là. Enfin, il ne peut pas laisser faire. Je veux dire, il doit réagir, il doit sauver l'entreprise, il doit absolument prendre sa part. Il ne peut pas laisser une par une nos entreprises comme ça être dépecées, alors que ce sont encore une fois des entreprises dont on a besoin, absolument. Regardez l'histoire qui s'est passée, regardez l'histoire qui s'est passée avec GMS en 2017 dans la Creuse, là justement, où ils ont fait un dépôt de loi justement pour rendre responsables les donneurs d'ordre. Ben là, c'est pareil, l'État était derrière, mais ça n'a pas empêché les licenciements. Et cette entreprise, elle avait été reprise par le groupe Martineau et qui revend aujourd'hui. Et donc, cette entreprise où il reste 80 salariés, je suis bien placé pour en parler parce que c'est une entreprise où j'ai travaillé dans le temps avant de venir en Alsace et où j'ai un frère qui y est encore actuellement et qui le vit très mal. Il vit très mal cette situation parce que là, il reste 80 salariés. Cette entreprise, encore une entreprise de l'automobile qui est dans la Creuse. C'est quand même un désert industriel. Donc, encore des répercussions aussi là dans cette région. Donc oui, il y aura des casses partout. On a parlé de Valeo. Valeo, c'est pareil. C'est Stellantis parce que Stellantis, en plus de ça, ils délocalisent. Mais en plus, ils se désengagent avec les fournisseurs. Et nous, on fait partie aussi d'un fournisseur. On est aussi fournisseur de Stellantis. Donc tout ça, effectivement, vous avez raison, l'État doit intervenir. Mais après, faut-il encore que les entreprises elles veuillent développer des nouveaux projets. Et nous, on n'est pas dans ce cas de figure. Nous, en plus, notre actionnaire, il est bien connu. Il est surnommé Bernard Tapie-Bel. Le Bernard Tapie-Bel. Il a à son actif plusieurs fermetures d'entreprises. C'est un liquidateur, c'est pas l'industriel. C'est un homme de paille qui est... Voilà. Disons-le, son métier, c'est la liquidation des entreprises. Donc il s'y connaît effectivement. Oui, bien sûr. Alors, ce que vous dites là est j'allais dire, d'autant plus grave que, comme vous le dites, l'automobile est une des parties, évidemment, du monde industriel européen
mais que ce n'est pas la seule qui est en difficulté à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire, OK, l'automobile, ça bat de l'aile, mais on peut se rattraper dans d'autres domaines. Avec les panneaux solaires. Voilà, par exemple. Avec l'énergie renouvelable. Mais ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que si on prend la construction navale, c'est le même secteur. Le photovoltaïque dont vous parliez tout à l'heure, c'est le même secteur. Donc à l'heure actuelle... L'éolien aussi, ça arrive. Là, il y avait un colloque sur l'éolien et la question était posée aussi sur le secteur. La situation que décrit André Duléry là, on n'y voit pas d'alternative hors même vous parliez de fabriquer des casseroles, mais on ne voit pas d'alternative en dehors de cette industrie automobile qui est par ailleurs effectivement stratégique. C'est ça le problème à l'heure actuelle. Et donc sur tous les créneaux industriels, l'Union européenne à l'heure actuelle est quand même très faible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un secteur sur lequel on pourrait se raccrocher en disant... Non, en effet. Et c'est pour ça qu'au début, je parlais de fiasco en termes de politique industrielle européenne. C'est un fiasco. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on fixe ce qui est important. C'est-à-dire que, par exemple, encore Ursula von der Leyen a parlé de l'industrie solaire comme importante pour la transition écologique, à juste titre. Et derrière, dans le même temps, on n'a plus de fabricants de panneaux solaires en France. L'un des derniers que j'avais rencontré, Sistovi, a fermé ses portes face à des panneaux solaires qui étaient vendus à perte sur notre marché. Comment voulez-vous qu'ils concurrencent ça? Donc, de fait, dans chaque industrie où on juge qu'elles sont importantes, eh bien, on les laisse mourir au fur et à mesure. Et c'est extrêmement inquiétant. Parce que c'est une question de souveraineté, c'est-à-dire ce dont on a besoin, on doit être capable de le produire. Et aujourd'hui, on n'est pas capable de le produire. Et derrière, toutes ces industries-là, elles ont aussi quelque chose en commun dont on n'a pas parlé, mais je pense que c'est important de le dire. C'est la question, c'est des industries qui ont quand même un gros besoin d'énergie. Je voulais vous poser la question au début, quel rôle a joué l'électricité dans cette affaire? Parce que les industriels le disent. Ils disent l'augmentation de prix de l'électricité, ça nous a plombé quand même. Exactement, c'est pour ça que je voulais en parler, parce que ces industries dont on parle, elles ont besoin d'énergie. Et qu'est-ce qu'on constate? Par exemple, encore une fois, si on se compare à la Chine ou aux États-Unis, l'électricité est 30 à 50% plus chère ici. Alors que le coût de production, lui, n'est pas plus cher. Tout simplement parce qu'on a l'absurdité de ce marché européen de l'électricité qui fait que c'est purement spéculatif le prix de l'électricité et que derrière, des énergéticiens se gavent, c'est-à-dire qu'ils vendent à des prix qui ne correspondent pas à des coûts de production. Et ça, c'est un véritable problème parce qu'il y a beaucoup de nos entreprises, je pensais aussi, la semaine prochaine, on va voir Duralex au niveau des verres. Donc, dans toutes les industries, en fait, la question de l'énergie est quand même une charge importante. Et cette question-là, de savoir comment on arrête avec la libéralisation du secteur et on revient à une gestion publique du secteur de l'énergie pour avoir des prix régulés pour les industries, ça c'est aussi un déterminant de compétitivité aussi pour nos industries et pour leur survie. Un mot pour terminer, André Duléry, qu'est-ce que vous attendez, vous, à l'heure actuelle? Qu'est-ce qui vous semble important en tant que syndicaliste dans la conjoncture qu'on connaît, française, mais dont on voit bien que le contexte européen est décisif aussi? Le tout électrique, encore une fois, on voit que ça va supprimer énormément d'emplois. Et même si, quand bien même maintenant ça devait se vendre, admettons que les prix, on parlait des voitures chinoises, mais admettons que les prix deviendraient compétitifs en Europe et en France, même si ça emploierait beaucoup moins de personnel. Parce qu'on le voit, entre fabriquer une transmission automatique ou manuelle et fabriquer des composants pour une voiture électrique, il y a besoin de beaucoup moins de monde. Même si nous, on avait vraiment, je pense à Dumarès, si nous, on avait vraiment tendu vers l'électrique et qu'on aurait trouvé des nouveaux marchés potentiels, on aurait quand même eu, malheureusement, je pense, des réductions d'effectifs. Donc maintenant, nous ce qu'on attend, enfin moi ce que j'attends, c'est pour mes collègues qui devront rester dans cette entreprise, c'est qu'elle puisse perdurer. Mais ça, malheureusement, j'en suis moins convaincu. Et puis pour les autres salariés qui vont devoir la quitter, que ça se passe dans de bonnes conditions, qu'on parte honorablement et que l'actionnaire il prenne ses responsabilités. Parce que comme je disais avant, il a déjà fermé pas mal d'entreprises, il a laissé pas mal de salariés sur le carreau. Et ça ne l'empêche pas, on vient de l'apprendre encore cette semaine, enfin la semaine dernière, pardon, ça ne l'empêche pas de prospecter et d'aller encore rechercher d'autres entreprises. Et au passage, il ferme. Nous, parce qu'en plus de ça, nous on est donc à Strasbourg, mais il a racheté l'année dernière sous le nom de Strasbourg de Dumarès. Il a racheté une entreprise dans la Loire, à côté de Saint-Étienne, là, chez Boutéon.
Et ils sont 300 salariés et eux aussi ils sont concernés, on l'a aussi appris la semaine dernière, ils sont concernés aussi par une restructuration, mais pas sous forme d'un PSE, sous forme de RCC, rupture conventionnelle collective. Juste un dernier mot, puisque vous l'avez évoqué en filigrane tous les deux, délocalisation, oui. c'est quand même la grande mode. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau européen où on dit souveraineté industrielle, etc. Et alors que ce qui court, interdire les délocalisations. C'est ça. Interdire et le protectionnisme, c'est-à-dire que quand vous faites en sorte que ça ne rentre pas parce que vous mettez des droits de douane significatifs, ça veut dire qu'on décide de produire localement. Et ça, c'est l'essentiel. Et aussi, puisqu'on est sur la fin aussi, témoigner ma totale solidarité. Et nous, on va se battre. On va se battre à vos côtés parce que c'est effectivement les industries stratégiques dont nous avons besoin. Et donc, il faut absolument qu'on se tienne à côté des salariés qui vivent des moments extrêmement difficiles. Oui, ça va être compliqué, très compliqué. Et malheureusement, on sait que quand il y a de la casse sociale, malheureusement, après, il y a des répercussions aussi bien dans les familles que... Et ça, on l'a déjà vu. Mais alors, quand ça se passe ailleurs, on se dit, mais quand ça nous concerne directement... et moi, je peux vous dire, je l'ai vu la semaine dernière, parce qu'on a... Alors ça aussi, c'est une petite stratégie, encore une fois, de la direction, et c'est une stratégie patronale aussi. Hein. On nous annonce le PSE, il y avait déjà des bruits, le nombre et tout, mais les salariés ne savaient pas directement s'ils allaient être concernés, puisque c'est des secteurs qui sont concernés. C'est pas encore nominatif, mais malgré ça, on sait qu'on connaît des noms, bien sûr, on devine. Et quand ils l'ont appris vendredi, il y en a, ils ont eu les larmes aux yeux, parce que cette stratégie de la direction, et moi je l'ai soulevé en réunion à la DRH, j'ai dit vous la jouez vraiment fine, parce que vous nous annoncez ça aujourd'hui vendredi, donc vendredi dernier, hein, et vous nous foutez à la baraque pendant une semaine, congé forcé. Donc les gens, cette semaine, ils sont à la maison, pas tout le monde, mais une partie des salariés, et ils gambergent, hein, et ils se posent des questions. Moi j'ai déjà eu 2 coups de fil ce matin, parce que les salariés s'inquiètent, hein, et ils ont peur pour leur avenir, donc ils se posent la question, est-ce qu'ils vont prendre le plan, est-ce qu'ils vont pas prendre le plan, ça dépend des conditions, mais il faut retrouver un travail, il faut refaire un CV. Il y en a, ils ont, pour ainsi dire, jamais fait de CV, parce que ceux qui sont là depuis 30 ans, à l'époque, on trouvait presque du travail assez facilement, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et puis repartir à zéro avec des conditions qui sont moindres et tout ça, c'est compliqué. C'est compliqué. Et ça va malheureusement se vivre beaucoup dans les prochains temps. Alors vous parliez de Duralex, après Duralex, ils ont fait une scope, mais c'est pas possible partout, parce que pour faire une scope, il faut avoir des clients. Et nous, on ne pourrait même pas faire ça parce qu'on n'a pas les clients. Merci Marina Mesure, merci André Duléry de nous avoir vraiment énormément éclairé sur cette question centrale, sur laquelle on reviendra bien sûr. Merci à vous qui nous avez suivis, à bientôt, au revoir, merci.